Bien. Madame la Ministre, mes chers collègues, pour notre réunion d'aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Dominique Faure, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique, de la cohésion des territoires, chargée de la ruralité. Je vous remercie, Madame la Ministre, d'avoir bien voulu accepter d'échanger avec les membres de notre délégation et puis saluer les membres de la délégation qui ont réussi aussi à s'extraire temporairement de l'hémicycle parce que vous savez, Madame la Ministre, nous sommes en plein examen du projet de loi de finances et ce qui nous amène les uns les autres un peu à jongler avec les emplois du temps et les travaux des commissions et des délégations. Donc merci à celles et ceux qui ont pu néanmoins se libérer pour participer à cette audition. Donc je disais projet de loi de finances pour 2023 sur lesquels nous reviendrons très certainement parce que vous savez qu'il y a un certain nombre de questions, d'incertitudes, d'inquiétudes aussi pour les collectivités territoriales en milieu rural notamment. Et puis, j'espère pouvoir revenir, j'allais dire, sur le temps long, c'est-à-dire le projet de réforme, l'agenda rural, parce que vous savez qu'on est très attaché dans cette délégation à travailler sur la question de la réduction des inégalités territoriales, le lien entre les territoires, entre tous les territoires. Et sous la précédente mandature, d'ailleurs, la délégation aux collectivités territoriales avait travaillé sur un certain nombre de thématiques en lien avec l'agenda rural, par exemple la mission d'information sur l'efficacité des ZRR, sur l'équilibre entre les territoires urbains et ruraux, et donc une attention toute particulière à l'agenda rural sur lequel je n'en doute pas, vous reviendrez, puisque c'est au cœur de grandes problématiques d'inquiétude, de l'accès aux soins, aux déserts médicaux, de la revitalisation des territoires, des opérations centre-bourg, action cœur de ville, petite ville de demain. Je n'en dis pas plus, puisque j'imagine que vous aurez à cœur de revenir sur ces sujets-là, d'autant que lors de votre intervention à l'association des maires ruraux de France le 30 septembre dernier, vous avez annoncé un nouveau souffle pour l'agenda rural et sur lequel nous vous écouterons avec attention. Vous redire aussi que nous sommes attentifs aux questions, je le disais, budgétaires, période oblige, mais un certain nombre de collectivités territoriales en milieu rural, bien que pour les plus petites d'entre elles, protégées par le bouclier, je dirais, tarifaire, les tarifs réglementés. On a pris des initiatives aussi pour accompagner celles qui étaient les plus impactées par l'augmentation des prix de l'énergie, mais peut-être aussi revenir sur les questions de bouclage des budgets, et en particulier des plus petites collectivités. Et puis enfin, pour en terminer là, peut-être insister sur un point, notamment autour de la majoration de la dotation biodiversité, qui s'adresse aux communes, aux plus petites communes, aux communes du monde littoral, du monde de la montagne, du monde de la ruralité. Peut-être revenir sur cette dimension-là et peut-être plus largement sur le fonds vert, parce qu'il n'y aura pas de transition écologique sans un travail étroit entre l'État et les collectivités territoriales et tous les territoires. Voilà, j'ai déjà été trop long pour ce propos introductif. Je vous laisse la parole, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Donc, c'est un vrai plaisir pour moi de venir pour la première fois devant vous, Mesdames et Messieurs les députés, pour un échange que je veux le plus nourri possible et le plus interactif possible. Vous dire que je suis issue d'un territoire très rural qui est l'Aude et que je suis élue d'une circonscription extrêmement rurale aussi, qui est la 10e de la Haute-Garonne et qui contient 108 communes. Et donc, j'étais maire jusqu'au 7 juillet. Et donc, je pense que vous êtes au quotidien, quand vous êtes dans vos circonscriptions, en contact avec ces élus locaux. Simplement, je voulais vous dire en introduction, je suis une parmi ces élus locaux et je suis encore dans mon cœur et dans mon âme très habitée par les préoccupations des maires et des maires ruraux. Vous dire que depuis ma nomination, c'est 18 visites officielles, environ 25 avec les informels, les visites de voisinage que je fais pour rencontrer chaque acteur du territoire et nourrir un dialogue à la fois avec
les maires, les élus locaux, mais aussi avec les citoyens pour essayer de comprendre dans quel état d'esprit ils sont aujourd'hui, la mesure de la souffrance qu'ils rencontrent. Dès ma nomination, j'ai aussi tenu à rencontrer des parlementaires. Je vous dis de dire à vos collègues que, je le dis, Monsieur le Président, je vous l'ai déjà dit, je comprends que la période n'est pas facile et je le vis tous les jours. D'ailleurs, je vous remercie et je suis consciente du courage, de l'énergie que vous mettez pour travailler pour notre pays. Et vous dire que je me mets à votre disposition pour, quand les temps seront un peu plus favorables, revenir échanger avec vous à la demande ou, si vous n'êtes pas très nombreux, venir vous inviter au ministère. Je veux que ces rencontres, elles soient extrêmement fréquentes, régulières, et elles peuvent être à votre initiative et elles seront aussi parfois à mon initiative. Donc vous êtes confrontés, je disais, à autant de problématiques quasi que de communes. C'est pour ça que la ruralité, j'ai pour habitude de parler des ruralités. Vous êtes les porte-parole de ces territoires. Vous êtes aussi ceux qui faites voter la loi et vous contrôlez l'action du gouvernement. Vous dire vraiment en introduction à quel point je veux établir une relation partenariale avec vous. Ensuite, quelques mots sur, Président, vous l'avez dit, l'agenda rural. Il a été voté en septembre 2019. Joël Giraud était secrétaire d'État à la ruralité ou aux ruralités. Et c'est pas moins de 181 mesures et plusieurs milliards d'euros qui ont été injectés depuis septembre 2019. Faut dire que je suis mandatée, je vais vous dire bien sûr quelques mots sur les travaux que je conduis, mais vous dire que je suis mandatée par la Première ministre et j'ai cette immense chance au gouvernement d'avoir un peu de temps, contrairement à tous ceux qui, depuis juillet, sont déjà à écrire des textes et à travailler. Un peu de temps, puisque 181 mesures, plusieurs milliards d'euros, elle m'a permis de travailler jusqu'à la fin de l'année à l'évaluation de l'efficacité de ces politiques publiques, de cet argent qui a été injecté sur le territoire. Et donc elle l'a inscrit dans son discours de politique générale le 6 juillet dernier, quand elle nous a dit que d'ici le tout début de l'année 2023, nous vous proposerions un second souffle de cet agenda rural, un acte 2 de cet agenda rural. Donc, première action à laquelle je m'attelle, c'est d'évaluer l'efficacité de cet agenda rural. 3 actions concomitantes que je conduis. La première, je vous l'ai un peu dit, c'est une vingtaine de visites sur le terrain avec des rencontres avec des citoyens et des élus locaux à chaque fois que je me déplace et auxquels vous êtes associés d'ailleurs, les députés, les sénateurs, m'honorer de votre présence à l'invitation du préfet quand je me rends dans les territoires. Et là, c'est véritablement pour moi l'occasion de prendre conscience des différentes souffrances, des différentes difficultés qui existent sur le territoire. Donc c'est une première façon, ces rencontres directes, d'évaluer l'efficacité de ce qui a été fait depuis septembre 2019. La seconde, c'est que j'ai demandé la réactivation de la mission qui avait contribué à la construction de ce premier agenda rural. C'était une mission qui était composée de Daniel Labaronne, député, Patrice Joly, sénateur, Pierre Jarlier, qui représentait l'APVF, Cécile Gallien, l'AMF, et Gilles Noël, l'AMRF. Ce sont ces 5 mêmes personnalités qui vont, avec 3 inspecteurs de l'IGEDD, qui est l'outil d'évaluation, une inspection de notre ministère, de mon ministère de tutelle, celui de Christophe Béchu, de faire le bilan objectif de cet agenda rural. Donc l'IGEDD, avec les mêmes personnalités que je viens de vous citer qu'au moment où l'agenda rural a été lancé en septembre 2019. Donc on a trouvé que c'était intéressant pour avoir une vision extrêmement objective. Et puis, 3e axe, c'est évidemment la concertation, les échanges avec vous, les députés, avec les sénateurs, avec les élus locaux. Et donc, j'ai créé 5 groupes de travail qui viennent compléter les 5 groupes du CNR. Le président de la République a lancé dans le cadre du Conseil national de la refondation 5 groupes qui touchent autour de l'éducation, l'emploi, la santé, la transition écologique et le bien vieillir. Vous voyez bien que dans chacun de ces 5 sujets, la composante ruralité, elle est prégnante. Bien vieillir
dans nos ruralités, c'est un sujet avec des spécificités. Et donc les ministres qui pilotent ces 5 groupes de travail associent les membres de mon cabinet aux travaux pour que la composante ruralité soit bien prise en compte dans ces 5 groupes. Mais j'ai pris l'initiative, et la Première ministre l'a accepté, de lancer 5 autres groupes qui ne sont pas traités au travers des 5 du CNR. Un qui s'intitule Habitat, logement et mobilité. Un qui s'intitule Culture, patrimoine et mémoire. Un troisième, la vie quotidienne des collectivités avec une dimension sécurité. Le quatrième, sport et vie associative. Et le 5e, attractivité des territoires ruraux, aussi bien sur l'attractivité économique, écologique, sociale, touristique. Et donc, je vous propose, bien sûr, au travers de vos groupes, mais de participer à ces groupes de travail qui vont être copilotés par à la fois des fonctionnaires qui connaissent bien ces sujets, à la fois un élu, un représentant d'une association d'élus, et à la fois un membre de mon cabinet pour que l'on ait un copilotage avec plusieurs profils, et pour que l'on ait au terme de 2-3 réunions, parce que vous avez compris que c'est à la fin de l'année qu'il faudra que l'on porte sur les fonds baptismaux cet acte 2 de l'agenda rural, eh bien, on va n'avoir que véritablement que 2 mois et demi pour conduire ces travaux. En tout cas, je serai présente à minima aux premières réunions, mais je travaillerai avec mon cabinet pour faire en sorte qu'on ait épuisé toute la richesse et toute la connaissance que vous avez des attentes de nos concitoyens. Il y a un autre marqueur que je porte, c'est véritablement, quand je vois, moi qui étais élu local il n'y a pas si longtemps, à quel point on peut rapidement être happé avec des préoccupations institutionnelles et à quel point on oublie, on fait tout ça pour nos citoyens. Et donc je le rappelle, dans toutes mes prises de parole, je veux vous le dire, pour que, si de temps en temps je vous donnais l'impression que je l'oublie, vous me le rappeliez à l'ordre. Il faut que nous travaillions vraiment avec toujours en ligne de mire d'améliorer la qualité de vie de nos concitoyens et pour ce qui me concerne en environnement rural. Pour cette deuxième partie de ma prise de parole introductive, vous dire que donc ces groupes de travail, ce tour de France des territoires ruraux, j'aurais fini l'entièreté des régions, j'aurais fait 13 régions, y compris une région ultramarine, et environ 25 départements à la fin de l'année. Donc ce travail des groupes de travail, ce tour de France des territoires ruraux, cette évaluation conduite par l'IGEDD, eh bien, devrait pouvoir nous permettre d'alimenter un acte 2 de l'agenda rural. Alors, on le veut, je pense, tous ensemble, ambitieux, on le veut efficace, c'est aussi un de mes mots favoris, utile, efficace, et puis ramasser 181 mesures. Bien sûr, le Covid en mars 2020, alors que ça a été voté en septembre 2019, on comprend que cet agenda rural, il y avait d'autres priorités que de faire connaître cet agenda rural, que les maires s'approprient cet agenda rural. Donc le fait qu'il n'ait pas percolé, que les citoyens ne l'aient pas pris en compte, ça peut s'expliquer quand même par les 4-5 confinements, l'élection municipale en 2020, les élections législatives et présidentielles en 2022. Donc on peut comprendre que ces 181 mesures n'aient pas été ni connues, ni perçues, ni même sollicitées. Il y a des maires qui n'ont pas sollicité des programmes qui auraient pu être intéressants pour eux. Donc on veut que cet agenda rural, cet acte 2, début 2023, il soit plus ramassé. 10, 12, 15 axes, mais pas 181. Troisième et dernier, on va dire, propos introductif, c'est simplement vous dire que ce nouveau souffle, il va forcément s'appuyer sur ce que vous percevez au quotidien dans vos circonscriptions et que je perçois, c'est-à-dire quelques sujets que je veux quand même, avant que vous me posiez des questions, dont je veux vous dire quelques mots. Alors bien sûr, les déserts médicaux. Donc vous avez vu cette 4e année d'internat pour les étudiants en médecine générale qui devra être effectuée en zone peu dense, dont les 2 tiers seront dans des territoires ruraux. C'est une première étape. Mais on ne va pas
se contenter de cela. C'est pour 2026 que l'on verra arriver ces étudiants dans nos territoires. Et donc, il faut, et je répondrai à vos questions sur ces sujets, activer un certain nombre d'autres mesures pour essayer de partager des expériences réussies sur les territoires, entre autres sur le salariat de médecins généralistes, entre autres sur la cohabitation de médecins salariés et de médecins libéraux, et entre autres sur des actions que je vois réussies en matière de télémédecine dans nos territoires. Mais c'est à la convergence de plusieurs actions que l'on arrivera à sortir de ces déserts médicaux. Il ne faut pas espérer qu'il y ait une mesure qui, comme un coup de baguette magique, amène nos concitoyens à avoir un médecin proche de chez eux. Donc, patience, mais aussi travail assidu, partage d'expérience sur ce qui fonctionne. Deuxième axe, vous dire quand même quelques mots, parce qu'on ne peut pas rencontrer un maire sans qu'il nous parle de DGF, sans qu'il nous parle de difficultés liées à l'augmentation du point d'indice, les 3,5 en 2022, l'augmentation du coût de l'énergie. Juste, vous les connaissez mieux que moi, mais je veux quand même les rappeler dans ces propos introductifs. Pour 2022, donc c'était le PLFR, donc c'est un filet de sécurité de 430 millions d'euros à destination des collectivités pour, entre autres, compenser les augmentations du coût des énergies. Et plus récemment, Elisabeth Borne, donc c'était vendredi dernier à Bordeaux, lors du congrès des intercommunalités de France, on parlait de 210 millions d'augmentation de la DGF et elle a porté cette augmentation de la DGF pour le PLF 2023 à 320 millions d'euros. Et puis dire, malgré tout, et j'aimerais, si vous le voulez bien, que vous soyez nos porte-parole, que malgré ce filet de sécurité, nous ne laisserons aucune commune seule face à l'augmentation du coût de l'énergie et des difficultés. Donc, que ce soit en 2022 ou que ce soit en 2023, alors ça ne les satisfait pas parce que, évidemment, être en difficulté, c'est jamais agréable, mais c'est quand même bien de rappeler que chaque cas, et si ce sont des communes rurales, je suis vraiment à la disposition de ces maires. Je vais dans un département là à la fin, à une assemblée générale de l'AMF à la fin de la semaine, et j'ai déjà 2 maires qui ont sollicité des rendez-vous pour voir comment ça pouvait s'opérer, parce qu'ils ont pris en 2020 des communes dont les finances étaient déjà exsangues, donc ils se retrouvent en difficulté. Ça va être pour moi aussi l'occasion de tester comment je peux aller au chevet de ces communes, puisqu'on a dit qu'aucune commune ne serait laissée au bord du chemin, et de tester la méthode avec mes collègues de Bercy, une fois que je connaîtrai les cas où la menace de difficulté est réelle. Donc, aucune commune laissée au bord du chemin. Troisième sujet, après les déserts médicaux, mais je pourrais y revenir encore une fois si vous avez des questions, la DGF, le ZAN, zéro artificialisation nette. On ne peut pas non plus aller en circo sur nos territoires sans entendre parler du ZAN. Donc, même ici. Donc, rappelez que c'est un objectif à horizon 2050. C'est une évidence, mais ils ne l'ont pas en tête. Le ZAN, c'est tout de suite. Pourquoi ? Parce que quand ils ont porté des projets dès l'été 2022, élus en 2020, il aura fallu un an et demi, été 2022, pour ceux qui travaillent avec les préfectures, les préfets, on fait un peu de zèle. Oui, les préfets ont commencé à dire, c'est tout de suite. Ah non, on ne peut pas artificialiser. Pas du tout le cas. Pas du tout le cas. Et même une commune qui n'aurait pas artificialisé depuis 10 ans, donc 0 divisé par 2 à horizon 2030, les fameux 50% de la loi climat et résilience, vous comprenez bien que ce n'est pas 0 divisé par 2, 0. C'est bien sûr, on va t'accompagner, surtout si tu as revitalisé ton centre-bourg, etc. Et si tu n'as pas de logement vacant en centre-ville. Donc bien sûr que la circulaire a eu un effet extrêmement positif que Christophe Béchu a envoyé au préfet pour dire relâcher la pression, regarder au cas par cas, travailler les projets avec les maires et surtout ne dites pas non arbitrairement. Le zéro artificialisation c'est 2050, les 50% c'est 2030, ça laisse quand même beaucoup de marge de manœuvre. Ensuite, Christophe Béchu a pris le sujet à bras-le-corps et j'ai l'immense chance qu'il m'associe à toutes ces réunions et à ce sujet parce qu'il sait ô combien il est prégnant en environnement rural. Donc nous avons fait de multiples concertations. Donc cette circulaire a eu un effet positif et là nous travaillons avec députés, sénateurs, associations d'élus et là encore bien sûr si certains d'entre vous veulent que l'on travaille
que l'on fasse une petite séance. Moi, je dégage 1 heure sans problème. Si Christophe peut se libérer 1 heure, on le fera bien volontiers. Mais l'idée est que personne n'ait le sentiment qu'on avance. Sur quoi on avance? Parce que la Première ministre nous y a autorisé à travailler sur les décrets d'application qui ont été votés, comme vous le savez, à vive allure. Et voilà, il est important d'essayer de trouver, d'élargir un peu ce chemin étroit entre la loi climat et résilience qui affirme à quel point on porte cet objectif à 2050 et puis lâcher un peu de foncier sur nos territoires. Donc ces décrets devraient, à mon avis, répondre aux attentes en tout cas pour celles que je rencontre dans mes déplacements. Mais il faut que nous les écrivions ensemble. 4e sujet, les ZRR, zones de revitalisation rurale. Rappelez que c'est environ 13 000 communes qui sont concernées, donc c'est énorme, que beaucoup de maires se trouvent en ZRR, ne le savent pas, n'activent pas les dispositifs. Donc ce dispositif va prendre fin le 31 décembre 2023 et il n'y a pas de volonté gouvernementale de prolonger ce dispositif, mais bien de prendre le sujet à bras-le-corps, de s'appuyer sur les rapports des sénateurs Delcros et Pointereau, qui ont fait des recommandations en 14 points sur ce que pourraient être les ZRR à partir de janvier 2024. Donc là, on a quand même, on va dire, 1 an, jusqu'à l'été 2023, pour voir ce que seront ces ZRR demain. Donc aujourd'hui, on entend aussi la crainte, parce que plusieurs personnes de ci, de là ont pu dire ça sert à rien, ce dispositif n'est pas sollicité. Ce dispositif, il est pour l'instant, et à ma connaissance, pas question de supprimer. Il est question de le rendre lui aussi plus lisible, plus clair, et de s'appuyer sur, encore une fois, les recommandations des sénateurs, qui sont pour beaucoup des recommandations de bon sens. En tout cas, je vais débuter ces échanges courant octobre, et je ne manquerai pas de vous associer. N'hésitez pas, là aussi, à solliciter mon cabinet pour contribuer à ces travaux. Un mot sur les mobilités et la corrélation en environnement rural entre les mobilités et les coûts d'énergie. Rappelez quand même qu'on a assuré un maillage de proximité dans les territoires ruraux avec 500 millions d'euros. Je vous parlais de plusieurs milliards injectés, entre autres, sur les sujets de mobilité. C'était aussi dans le cadre de France Relance pour mettre à niveau 1500 km de petites lignes. Donc ça, c'est fait. Mais il faut poursuivre. Il y a le sujet des trains de nuit, il y a d'autres petites lignes, main dans la main avec les régions. Et Clément Beaune est en train de travailler sur le sujet. On y travaille ensemble. Mais il y travaille aussi dans le cadre du CPER, du plan État-région, où bien sûr, quand on travaille sur ces compétences mobilité, on travaille avec les régions. Voilà, sur le sujet du chèque énergie, aide au carburant, vous avez suivi mieux que personne les 30 centimes de baisse qui a rendu le carburant accessible jusqu'à il n'y a pas très longtemps. On a annoncé son prolongement jusqu'à la fin de l'année. On entend, et je vous confirme, j'ai repris ces propos ce matin pour vous les redire, pour ce qui est de nos concitoyens, que la Première ministre a annoncé qu'en 2023, on plafonnerait les augmentations, quels que soient les coûts des énergies, électricité et gaz, à 15% pour les deux. Donc on a une sorte de... C'est capé, les augmentations. Là où on pourrait imaginer qu'elles puissent augmenter de 200%. Donc on peut rassurer là nos concitoyens. Voilà, donc on est dans la prolongation de ce qui s'appelait le bouclier tarifaire qui avait été mis en place par Jean Castex, où on avait un gel total du gaz et un plafond de 4% pour l'électricité. Donc c'est prolongé à hauteur de 15%. Ça a été annoncé le 14 septembre par la Première ministre. J'aurais beaucoup de choses à vous dire, mais voilà, je vous laisse ces propos les plus courts possibles pour laisser la place au dialogue. Merci à vous. Merci Madame la Ministre, et puis merci pour vos propos rassurants, notamment pour les collectivités territoriales. Je crois que le législateur a également à cœur de bâtir des dispositifs pour continuer à protéger les collectivités territoriales. C'est ce qui s'est passé en 2022 dans le cadre
du projet de loi de finances rectificative et je l'espère dans le cadre du PLF 23. J'allais vous interroger sur le ZAN pour commencer à ouvrir la discussion, mais vous avez commencé à y répondre. Peut-être vous dire, et peut-être que mes collègues souhaiteront y revenir, que le sujet du zonage ZRR sera un sujet, je pense, de préoccupation pour nous également. Comme je vous le disais, lors de la précédente mandature, la délégation s'était saisie de ce sujet-là et nous avons effectivement le souhait de pouvoir s'emparer de ce sujet-là, contribuer à la réflexion, faire des propositions au regard des échéances qui sont fixées, effectivement, comme vous le rappeliez, pour la fin de l'année 2023. Je vous propose de débuter l'échange avec les membres de la délégation. Stéphane Travert. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, merci de vos propos et merci de votre volonté de vouloir travailler avec la représentation nationale et de vous mobiliser comme vous savez le faire, je le sais, pour répondre aux alertes qui sont les nôtres sur nos territoires. Et en parlant d'alertes, nous en recevons beaucoup en ce moment de familles, de collectivités qui font face à des explosions de leurs factures énergétiques, chauffage et transport. Et bien évidemment, ces éléments ces hausses de factures peuvent porter atteinte à la cohésion territoriale en ruralité. Et donc, quels outils, comment nous pouvons nous appuyer sur accélérer l'isolation thermique dans les territoires ruraux, en lien avec la palette d'outils dont nous disposons aujourd'hui, cœur de ville, petite ville de demain. Et doit-on réfléchir demain à des critères de localisation pour améliorer cette isolation thermique des bâtiments privés et publics? Et comment également, dans ces territoires ruraux, pouvons-nous développer les alternatives aux véhicules individuels en milieu rural? Ma deuxième question portera sur le cadre de la planification et de l'organisation territoriale. Comment peut-on privilégier les PETR, mieux faire connaître l'action et l'activité des PETR en leur apportant une aide d'ingénierie beaucoup plus importante que ce qu'elle connaît maintenant? C'est un moyen aussi de pouvoir leur donner une ambition nouvelle. Et je me réjouis des propos que vous avez pu avoir sur le zéro artificialisation nette. C'est vrai que nous sommes, le président Thomas Cazenave vient de le rappeler, nous sommes beaucoup mobilisés sur cette question, beaucoup interrogés, et merci de vos propos. Et je rebondis sur la proposition qui est la vôtre avec mon collègue Bertrand Sort. Nous sommes élus du territoire de la Manche, une magnifique presqu'île, et le zéro artificialisation nette dans une presqu'île n'a pas tout à fait la même signification que dans un territoire du centre de la France. Et donc nous serions heureux de pouvoir vous rencontrer, ou des personnes de votre cabinet, pour vous faire état des difficultés que nous rencontrons dans ce domaine pour faire vivre notre beau territoire. Merci, Madame la Ministre. Prévu de prendre 3 questions, mais si vous en êtes d'accord, comme il y a déjà 3 questions, je préfère y répondre. Je vais essayer de la façon la plus courte possible. Donc, sur le sujet qui était le premier de la rénovation énergétique. Donc, on a 2 sujets dans celui-ci. On a celui de nos collectivités et on a celui du particulier. Pour ce qui est de la collectivité, je veux rappeler, moi je l'ai découvert ici, puisque moi j'étais plutôt une commune périurbaine sur une circo très rurale, mais j'étais la plus grosse commune de la circo très rurale. À quel point la DETR vient se rajouter à la décile. Mais ce dont il faut que nos élus locaux aient conscience, c'est que décile, DETR, fonds vert, 2023, 2 milliards. La Première ministre avait annoncé 1,5 milliard et fin de semaine dernière, sous la pression des élus locaux, on est passé à 2 milliards. 2 milliards de plus que la décile. Et donc, on voit bien que pour ce qui est réhabilitation, pour tous les projets qui seront prêts dans les collectivités à rénover nos écoles, nos bâtiments publics, voilà, quitter ce monde des passoires thermiques, particulièrement en environnement rural, pour ce qui est des collectivités, il y a de l'argent. Donc, et ça, je voudrais... Alors, les gens disent c'est pas suffisant. Bon, on est passé d'1,5 milliard à 2, mais moi, je suis pas sûr qu'on dépense 2 milliards. Il faut les porter, les projets. En plus de la DECIL et de la DETR, qui n'ont pas oublié de prendre la transition écologique au cœur de leur thématique aussi. Donc, bon, donc l'argent est là.
messieurs, mesdames les députés, dites bien aux maires qu'ils nous portent des projets. Et ce qui est très important de dire avec ce fonds vert, c'est Christophe Béchu le dit souvent, il a été mis aux mains des préfets. Donc, si nos maires ruraux travaillent avec les DDT, avec les services de l'État en région, ben derrière, il y aura l'argent pour financer les travaux. Alors, pour ce qui est de l'ingénierie, autre bonne nouvelle que vous n'avez peut-être pas en tête, mais en arrivant, j'ai pu trouver 3 millions d'euros d'ingénierie pour nos territoires ruraux. Donc, ça veut dire que là, maintenant, vous saisissez l'ANCT qui porte le programme, vous saisissez mon cabinet, vous saisissez Simone Saillant, qui est la directrice au sein de l'ANCT de la ruralité et des territoires de montagne, qui vous voulez pour qu'on vous simplifie, enfin les maires simplifient la vie, pour qu'on puisse débloquer d'ici la fin de l'année quelques sous d'ingénierie. Il y avait de l'ingénierie dans Petite Ville de demain, il y a de l'ingénierie dans Cœur de Ville, il y a de l'ingénierie, il y a de l'argent d'ingénierie. Mais les maires ruraux me disaient, les petites communes de moins de 3500 habitants, on n'a pas tellement levé d'aide pour nous accompagner en ingénierie. Donc 3 millions d'euros, je pense que je ne vais pas non plus arriver à les dépenser avant la fin de l'année. Donc soyez nos porte-parole pour leur dire qu'il y a de l'argent d'ingénierie, il y a de l'argent en investissement avec des CIL, des ETR, plus fonds vert. Maintenant, sur le sujet des particuliers, donc les particuliers, donc ma prime rénove. Voilà, donc c'est quand même 2,5 milliards d'euros. Donc 700 000 logements en 2023 vont pouvoir être aidés pour la rénovation du logement. Donc là encore, il faut le faire savoir à nos relais d'opinion locaux, il faut le faire savoir aux maires parce que nos concitoyens ne le savent pas forcément. Voilà, qu'il y a autant d'argent qui est injecté pour les aider à rénover leur logement, pour diminuer leurs frais de consommation énergétique. Guichet, France Rénov. Oui, alors il faut aller sur France Rénov. Un espace. Oui, en fait, le guichet s'appelle France Rénov. Donc voilà, Prime Rénov, France Rénov, pour aider nos concitoyens à accéder à ma prime Rénov. Deuxième sujet, le coût des énergies. Et troisième sujet, le ZAN. C'est ça ? Le ZAN, vous avez répondu. Ah bon, mais j'aurais voulu vous dire quelques mots. Hein. J'ai vraiment de la matière sur le ZAN pour vous montrer que j'y travaille. Et qu'avec mon ministre de tutelle, on y travaille. Non, mais juste que vous sachiez vraiment où nous en sommes, pour prolonger ce que je vous ai dit sur le ZAN tout à l'heure. La loi climat et résilience que certains d'entre vous ont votée disait que la main était aux régions. Et pour éclairer les révisions des SRADET, eh bien, c'était les conférences régionales dans chaque région des SCOT qui devaient éclairer la réflexion des régions sur les SRADET. Donc pourquoi aujourd'hui, alors on attend fin octobre, cette date de remise par les conférences régionales des SCOT aux régions de leurs travaux vont voir le jour et vont être soumises aux régions. Les préfets en auront une copie, on en aura une copie. Et on va essayer de laisser un tout petit peu de temps supplémentaire aux régions qui avaient comme date butoir fin 2022, peut-être 1 ou 2 mois, février 2023, pour que les régions puissent à la fois travailler avec nous sur les décrets et travailler sur ces recommandations qui sont faites par les conférences régionales des SCOT. Donc, je veux rappeler à ce stade à quel point cette loi climat et résilience, elle était aussi vertueuse dans le fait qu'elle laissait la main à un moment où nos élus locaux nous disent décentraliser, donnez-nous la main. Mais la loi climat et résilience, elle dit que les préfets sont là pour le contrôle de légalité, c'est tout. Mais les régions avaient la main. Or, les régions, on peut le comprendre, ne veulent pas arbitrer en disant vous aurez de l'hectare ici, vous en aurez moins là. C'est un sujet extrêmement difficile. Donc forcément, on va voir comment on met en œuvre entre les régions, inspirées par le travail des SCOT, et évidemment les intercommunalités, les maires et les services de l'État en région. Donc il faut qu'on aboutisse en février 2023. Mais je trouve que
Christophe Béchu a vraiment pris le sujet à bras-le-corps. Et j'ai noté donc de vous associer, votre délégation, à ce sujet. Et sur le sujet des énergies, en complément de ce que je vous ai dit en introduction, je l'ai là, mes petites notes. Je pense que j'arrive vers vous dans pas longtemps. Donc, je vous ai parlé du bouclier énergétique, je vous ai parlé de l'aide au carburant. Oui, ce que je peux vous rappeler, mais peut-être, bien sûr, vous l'avez voté, vous le savez, mais quand même dire que ce chèque énergie qui existait à hauteur de 100 € dans le cadre du PLFR, il a été augmenté de 200 € et il a été augmenté d'un chèque fuel de 100 €. Donc, au-delà du fait qu'en 2022, on a plafonné, comme je l'ai dit, pour les particuliers, on a plafonné, capé, 0 le gaz d'augmentation, 4% pour l'électricité. En plus, à l'été 2022, pour l'année 2022, nos concitoyens les plus modestes, 12 millions de Français, vont recevoir 100 plus 200 plus 100 chèque fuel. Donc, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire plus? Moi, je ne suis pas vraiment quelqu'un qui fait cocorico. Je veux simplement rappeler les choses telles qu'elles sont pour que nos concitoyens les connaissent, surtout qu'ils comprennent comment cela fonctionne, parce que peut-être ne le savez-vous pas, mais ça arrive sous forme d'un chèque papier, mais qui n'est pas un chèque que le citoyen peut encaisser. C'est un chèque qui est envoyé à son fournisseur d'énergie. Et donc, il peut y avoir de la confusion et il va y avoir peut-être des concitoyens qui ne vont pas pouvoir bénéficier de ces chèques de par le fait qu'ils n'ont pas compris comment ça fonctionnait. En tout cas, ils nous les renvoient, on les re-renvoie. Voilà. Ensuite, vous dire, et ça va peut-être vous surprendre, mais les réflexions que l'on conduit avec le pôle, avec ma collègue Caroline Cayeux, Clément Beaune, Béranchère, Couillard et Olivier Klein, on se réunit 1 heure, 1 heure et demie, toutes les semaines, on travaille ensemble. Et là, les travaux depuis 15 jours, moi je vous avoue qu'en ruralité, c'est pas évident de l'imaginer, mais on parle de covoiturage. Et le covoiturage, on disait toujours c'est très urbain, périurbain. Ben non, il faut parler de covoiturage en ruralité. Et il faut voir dans quelle mesure. Alors Christophe Béchu l'a mis en place à Angers, 1 € pour toute voiture qui covoiture avec un nombre de passagers. Et donc, c'est une grande ville, certes, mais on est au tout début de la réflexion. Mais on veut vraiment, notre gouvernement, encourager le covoiturage. Le covoiturage de particulier à particulier, le covoiturage par des associations comme Famille Rurale, dont on a découvert les vertus, qui ont mis en place des systèmes de covoiturage avec des mises à disposition de véhicules. Et donc, je pense qu'il faut qu'on soit créatif si on veut vraiment franchir cette étape. Ça peut être des navettes électriques, ça peut être 2 fois par semaine pour amener nos personnes âgées ensemble à des rendez-vous médicaux. Il faut faire preuve de créativité. Je ne parle pas trop du vélo, parce que le vélo, nos campagnes, elles sont quand même très vallonnées. Les personnes les plus fragiles peuvent être nos seniors. Mais en tout cas, le covoiturage, je l'ai vu marcher grâce à Famille Rurale. Je l'ai vu marcher dans quelques communes qui ont accompagné financièrement le covoiturage. Bon, et puis, ça crée quand même du lien. Et quand on peut, par nos actions et à des fins de transition écologique, à des fins économiques, en même temps créer du lien, il faut le tenter. Donc moi, je suis à votre disposition pour travailler ce sujet, pour aider les plus fragiles de nos concitoyens dans leurs déplacements. Merci Madame la Ministre et merci aussi de nous rassurer sur le fonds vert. Vous l'avez redit, c'est un fonds qui sera déconcentré, simple, agile et on ne sera pas dans des appels à projets. Je crois que c'était très attendu par les collectivités territoriales en particulier. Madame Diaz. Oui, bonjour Monsieur le Président, bonjour Madame la Ministre. Moi, je voudrais vous faire remonter 2 inquiétudes de terrain. Premièrement, l'inquiétude de certains maires ruraux qui subissent pour beaucoup la fracture territoriale, la désertification médicale, la disparition des services publics et qui ont découvert il y a quelques semaines que le gouvernement souhaitait, donc, pour reprendre l'expression, répartir les migrants dans les campagnes. Donc ma première question, je voulais savoir si vous aviez déjà une liste de communes qui seraient susceptibles d'accueillir ces populations et est-ce que vous allez demander l'avis à ces élus ?
Et je voudrais faire remonter aussi les inquiétudes d'un certain nombre de citoyens dont on sait qu'ils ne vivent pas dans l'abondance. Je vais vous donner quelques chiffres. C'est 1 Français sur 5 l'année dernière qui a souffert du froid, 1 Français sur 3 qui renonce à se faire soigner faute de moyens, 1 Français sur 4 qui ne mange pas à sa faim, et la liste est assez longue. Et hier, on a reçu un mail de la préfecture de la Gironde qui nous indiquait, donc je suis élue en Gironde, qui nous indiquait que le budget de l'État pour la Gironde en faveur des plus démunis s'élevait à 51 millions d'euros. Et quand on regarde le détail de ces chiffres, on se rend compte que c'est 18 millions d'euros, rien que pour la Gironde, d'aides qui sont allouées aux faveurs des demandeurs d'asile et des réfugiés. Et donc, je voudrais quand même que vous preniez en considération la volonté de ces citoyens qui ont démontré à l'occasion du vote à la présidentielle qui ne souhaitent pas voir arriver dans leur commune des migrants. Juste, je vais vous rappeler quelques chiffres. Marine Le Pen est arrivée en tête au second tour de l'élection présidentielle dans 30 départements, 18 000 communes, et son score moyen est quasiment de 60% pour les communes de moins de 1000 habitants. Voilà, donc Madame la Ministre, vous avec vos collègues, vous faites des choix politiques. Ce sont des choix qui ne sont pas partagés par tous les citoyens. Et donc ma question est la suivante. Est-ce que, avant d'imposer les migrants dans les campagnes, puisque vous ne voulez pas les faire repartir dans leur pays, est-ce que vous allez au moins demander l'avis des citoyens et des élus locaux? Je vous remercie. C'est une question pertinente, donc je vous remercie d'avoir posé, même si elle me met en difficulté parce que le sujet est à la main de la Première ministre, et vous avez vu, l'annonce du président de la République date d'il y a une petite quinzaine de jours, donc je ne sais pas vous répondre de façon aussi précise que je l'ai fait sur les autres sujets. Bon, simplement vous dire qu'on est un gouvernement qui mettons les droits humains au cœur de nos politiques publiques, et qu'on parle évidemment d'émigrés qui ont demandé le droit d'asile en situation légale sur notre territoire, et que donc sur la façon de procéder, nous attendons les consignes de la Première ministre, mais j'entends votre alerte, et les chiffres que vous avez cités ont bien été notés. Je vous remercie. Marie-Agnès Poussé-Winsbach. Alors, Madame la Ministre, merci. J'ai écouté avec beaucoup d'attention vos propos. Vous avez indiqué à plusieurs reprises qu'aucune commune ne serait laissée au bord du chemin, donc c'est évidemment très rassurant. Ce qui m'a étonnée, mais je reconnais votre sensibilité, c'est que vous avez évoqué à plusieurs reprises le mot souffrance en parlant de ce qui se passait sur ces territoires, et du coup j'ai été très réceptive à ces termes parce que c'est vraiment ce dont il s'agit. Deux questions. La première, c'est plus qu'une question, c'est l'envie de travailler, je ne sais pas sous quelle forme on pourrait le faire, mais sur des expérimentations, notamment pour réintégrer les services publics en milieu rural. En tous les cas, un lien en milieu rural. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que la seule collectivité qu'il reste et avec laquelle on est sûr d'avoir un contact, c'est la mairie. Tout le monde sait qui est son maire, même si, pardon chers collègues, personne ne sait qui nous sommes. Encore moins les conseillers régionaux, les conseillers départementaux, c'est fini. Donc le maire, en revanche, on sait où il est, on sait où est la mairie, la lumière y est toujours allumée. Et à partir de ce constat-là, oui, pardon, les maires nous ont souvent dit, notamment les maires ruraux, qu'ils se sentaient dépossédés de leurs prérogatives parce qu'elles avaient été transférées à la communauté de communes, à la communauté d'agglomération, etc. Si ceci est souvent un peu vrai, ça veut dire qu'au niveau de leur personnel, il y a rarement eu de la mutualisation. Donc moi, je pense qu'il peut y avoir un peu de marge de manœuvre au niveau des personnels. Et donc, je me dis que probablement, on devrait pouvoir faire des expérimentations. Alors, est-ce qu'il faudrait derrière faire en sorte que les secrétaires de mairie ou les accueillants soient... comment dit-on, obtiennent une espèce de validation assermentée, pourquoi pas, mais je trouve, j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas avoir accès, par exemple, ce qui est fait et très bien fait dans les maisons France Service, pourquoi ils ne pourraient pas avoir accès à ces fichiers et tout simplement renseigner nos concitoyens, ou au moins
simplement leur dire que, eh bien, ils se renseigneront et que 8 jours après, enfin dans quelques jours, ils pourraient avoir... Bref, moi je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille là-dessus parce que cet accès au service public, c'est vraiment ce qui nous remonte tout le temps. Et puis, il faudrait essayer d'aller plus loin. Parce que dans l'esprit de nos concitoyens, il y a un peu de confusion entre nos services publics et puis aussi leurs fameuses caisses de retraite auxquelles on ne peut pas accéder. Bref, il faudrait aussi être capable de mettre autour de la table toutes ces institutions, même si elles ne sont pas publiques, et que nous puissions avoir un relais, parce qu'il n'y a rien de pire que de passer des heures à essayer de tenter de joindre... non pas une collectivité, mais une institution, qu'elle soit publique ou privée, et de vous entendre dire simplement appuyer sur 3, appuyer sur 10, appuyer sur 7, et finir par n'avoir personne. Donc avoir des relais au sein de chaque commune pour celles qui le souhaiteraient, je pense que ce serait vraiment une très très bonne initiative. Et puis, mais je ne veux pas monopoliser la parole, vous avez évoqué tout à l'heure l'urbanisme et notamment les ZAN. Il y a aussi beaucoup d'autres choses, notamment, je vais juste prendre un exemple, entre des communes littorales qui, pour certains maires ne peuvent plus donner, par exemple, de permis de construire pour la construction d'un garage, on va dire, de 30 mètres carrés, mais qui, en revanche, au regard des directives d'aménagement du territoire, peuvent signer des permis de construire dans la même commune pour construire 130 000 mètres carrés de bâtiments de logistique. Donc, vous voyez, nos concitoyens, ça, c'est un truc qu'ils ne peuvent plus comprendre. Donc, c'est comment est-ce qu'on fait que dans les décisions qui dépendent malgré tout du législateur. On entend souvent, il faut faire attention aux préfets, etc. N'empêche que c'est quand même nous qui sommes responsables, c'est nous qui votons les lois, et c'est nous qui devons contrôler que ce que l'on a décidé est bien repris dans les décrets. Donc voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire. Donc un grand merci pour ces deux sujets. Je vais être très brève sur le ZAN, mais pour répondre à ces préoccupations de maires et vous qui avez envie de les aider sur le territoire, il faut voir à quel point les documents d'urbanisme d'une commune à l'autre sont extrêmement différents. Et donc, quand on vote la loi, quand vous votez la loi ici, la déclinaison, elle est extrêmement différente. Soit on se trouve dans une commune qui a voté un PLUI, intercommunal. Et là, la méthode pour procéder, c'est la commune doit se rapprocher des services de son intercommunalité pour voir comment au sein de son interco, elle va pouvoir fonctionner. Ensuite, beaucoup de communes, surtout rurales, ont encore un PLU et beaucoup ont rien. RNU, voilà, rien. Et donc, pas de document d'urbanisme. Donc, dans le cas de la commune qui a un PLU, il faut qu'elle regarde son PLU, ce qui l'autorise aujourd'hui. Aujourd'hui, ils peuvent faire ce que le PLU les autorise. Ils n'ont pas à demander d'accord à quiconque. Donc, ils s'inquiètent. Pourquoi s'inquiètent-ils? S'ils ont un PLU qui leur permet de construire, ils le peuvent. Aujourd'hui, le décompte s'opère, mais je le rappelle assez régulièrement, quand vous avez un PLU qui vous autorise aujourd'hui à faire quelque chose, vous pouvez le faire. Le décompte, encore une fois, par rapport aux 50% s'opère. Par contre, les communes rurales qui n'ont rien, il faut qu'elles travaillent main dans la main avec les services de l'État. Et là, je vous assure, moi, j'ai vu l'évolution des services de l'État entre 2014, où j'étais élue pour la première fois maire, et 2022. Les services de l'État qui étaient plutôt là pour contrôler, ils sont aujourd'hui au service des maires pour faire avancer, pour décliner les politiques publiques, pour aider, pour que cette transition écologique, on arrive à la franchir en leur permettant. Et si vous avez encore des difficultés, c'est-à-dire que vous voyez un maire qui n'a pas de document d'urbanisme et qui essaye de construire un développement parce qu'il porte une vision pour son territoire et qu'il a des freins, vous nous alertez. Voilà, tout simplement. Parce que la consigne, c'est pas plus rien. Et c'est d'abord les documents d'urbanisme. Et s'il n'y en a pas, alors travailler avec les services de l'État ou, dans le cas d'un PLUI, intercommunal. Et si, malgré ça, vous avez le congrès des maires dans un mois, moi, je vais être vraiment à votre service, au service des maires, pour écouter les cas difficiles. D'abord, ça me nourrit, ça me montre s'ils sont nombreux, pas nombreux, et en même temps, si je peux être avec les services et l'administration aidante,
Voilà. Alors ensuite, le sujet de l'accès aux services publics en environnement rural. Merci de l'avoir dit. Ces espaces France Service, j'en ai inauguré, j'en ai visité, j'en ai traversé. C'est vraiment un succès. Donc on est sur 2600 à la fin de l'année, alors qu'on s'était engagé autour de 2500. On est à 2400 labellisés là, actuellement. Et on aura près de 2600 à la fin de l'année. Vous dire à quel point, parce que je l'ai vu, les bus, il y en a 127 en France. Des bus France Service. Moi, je vois l'environnement rural est très demandeur de ces permanences. Permanence d'une bibliothèque, d'une médiathèque, permanence médicale. Voilà, je partage avec vous sur le sujet des déserts médicaux. Une commune du Cher, une maire dynamique qui a décidé, entre sa maison France Service et son CCAS, de libérer un bureau pour avoir des permanences de médecins spécialistes. Une fois par mois, elle a 7 spécialistes qui viennent, gynécologues, pédiatres, etc. Donc pour tout ce qui n'est pas du champ de l'urgence et qui nécessite un spécialiste, elle a sur sa commune des médecins qui viennent faire des permanences, donc une demi-journée. Les rendez-vous sont pris par le secrétariat, soit de France Service, soit du CCAS, donc le médecin. Franchement, il arrive, il a le bureau et il peut... Et ça ne règle pas tout, mais ça permet, pour quand la mairie dispose d'un local, accepte de prendre les rendez-vous, mais on convainc les médecins, l'État les convaincre, les spécialistes de venir une demi-journée par mois. Aubigny-sur-Serre, la commune, Madame le maire d'Aubigny, je l'ai félicité. Donc sur les maisons France Service, il y aura un point, je veux bien que vous précisiez, parce que vous avez l'air de dire qu'il y a une distance qui s'est opérée, peut-être au fil du temps et dans un cas bien précis, entre l'espace France Service et la mairie, qui n'aurait pas accès, et je veux bien que vous clarifiez, parce que quand vous dites accès à ces gens, moi, juste pour vous dire ma vision, et c'est celle que j'ai vraiment vue fonctionner, c'est le partenariat très étroit entre le CCAS, l'action sociale de la commune, et la maison France Service. Donc les fichiers, parce qu'ils viennent à la maison France Service des fois pour parler de logement, sauf que c'est dans la direction de cohésion sociale de la commune, c'est au CCAS de la commune que le sujet du logement est traité. Donc il faut que vraiment ils travaillent main dans la main. Allez-y pour compléter, merci. Non, c'est juste factuel. Je reconnais que là où il y a des maisons France Service, ça fonctionne très bien. Je vais vous prendre un exemple que je connais bien. J'étais jusqu'à il y a quelques semaines présidente de l'agglomération Fécamp-Littoral. Sur mon agglomération, j'avais 33 communes, une maison France Service, sur un territoire très étendu. Donc c'est pourquoi je propose, je dis qu'on devrait essayer de travailler pour que dans chaque commune, toutes les communes ont des permanences. Toutes les mairies sont ouvertes quelques jours par semaine et nos concitoyens y vont. S'il y avait un accès à un logiciel, alors c'est peut-être pas si simple, il faut travailler sur les données, sur le fait d'assermenter la personne qui pourrait être là dans chaque commune, mais si sur un territoire donné, on pouvait avoir à chaque moment où il y a des permanences ouvertes au public, un accès à comment je fais pour simplement mon numéro de sécurité sociale qui colle plus, j'ai pas ma carte, comment je peux faire, enfin, ils sont prêts à ça. Et en tous les cas, il faudrait mettre aussi les maires, j'étais maire, face à leurs responsabilités en disant « Vous voulez plus de services, nous on met à votre disposition des outils, chiche ou pas, oui ou non, et au plus près ». Parce que, vous le disiez, les maisons France Service, elles sont 2500, c'était plus que l'engagement qui avait été pris, mais on est très 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 loin du je vais sonner là où il y a... Et quand on parle de mobilité et de difficulté de la mobilité, moi je vise essentiellement les personnes âgées qui constituent aussi un nombre important de personnes qui habitent en milieu rural et qui n'ont pas accès au numérique. C'est ça aussi, je crois, vraiment l'inquiétude d'aujourd'hui. C'est je ne sais pas me servir d'un ordinateur, je ne sais pas me servir d'un smartphone et je n'en peux plus de passer des heures au téléphone pour essayer d'avoir des informations que je n'obtiens pas au bout du compte. Alors, je souscris complètement et je ne l'ai pas dit, donc je le dis à quel point le numérique, le conseiller numérique dont on a pu obtenir le prolongement du financement en 2023, mais le conseiller numérique, l'espace France Service et le CCAS, ça fonctionne bien. Mais on a 30, 40, 50 communes et qui peuvent, dans l'interco, ne pas bénéficier de ces services ou devoir prendre la voiture pour s'y rendre. Donc, moi, je pense que c'est vraiment un sujet qu'il faudra que je mette au cœur d'un de mes groupes de travail dont je vous ai parlé, qui est vie quotidienne et des collectivités.
Je pense qu'il faudra qu'on aborde, est-ce que c'est la solution, c'est le bus? Est-ce que, comme vous le dites, parce que je vous rappelais, et vous avez raison, les 9 ou 10 services qui viennent dans le cadre des maisons enfants-service, immatriculation de véhicules, retraite, vous les avez cités, impôts, permis de conduire, logement et cadre de vie, comment faire pour encore avoir une capillarité un peu plus grande et faire en sorte qu'il n'ait pas besoin de prendre la voiture, parce que c'est encore, parfois, on est à 30 minutes, hein. On s'était engagé avec 2600 France Service. On est à moins de 30 minutes de tous les citoyens. Mais on peut peut-être faire mieux en associant des gens comme vous qui avez été maire. Et moi, je vois bien sur ma circo et des intercos à 60-70 communes, une maison France Service, même 2. Il faut voir comment ça ne peut ne pas suffire. Je suis d'accord avec vous. Surtout avec le prix du carburant à l'heure actuelle. Oui, donc c'était juste pour vous rappeler que c'est 4000 conseillers numériques qui viennent compléter notre dispositif Espace France Service. Et là, on travaille, mais vous l'avez dit, hein, on travaille à embarquer le plus de personnes qui sont éloignées du numérique pour qu'elles deviennent autonomes sur le plan du numérique. Et donc, quand elles vont se rendre une fois, 2 fois, mais c'est des vrais, vous l'avez dit, mais des vrais lieux de lien social, ces espaces France Service. Parfois, la personne âgée, elle va y rester 1 heure, elle va y rester 2 heures, mais on en profite pour essayer de la former, de la rendre un peu autonome pour tel ou tel papier qu'elle pourrait peut-être finalement traiter de chez elle dans un deuxième temps. Merci, Monsieur Roux. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, merci de votre présence et merci aussi de votre invitation à prolonger nos échanges dans les semaines, mois qui viennent et sur la durée du mandat. Je me suis réjoui de voir à nouveau la ruralité faire son entrée dans le second gouvernement d'Elisabeth Borne, formé début juillet dernier. Sa disparition avait largement ému et on le comprend. Et je suis, en entendant vos propos liminaires, plutôt rassuré de savoir que c'est vous qui l'incarnerez au vu de votre parcours et de votre sensibilité particulière à nos territoires. Moi qui ai grandi dans l'Orne et qui suis élu d'une circonscription largement rurale en Loire-Atlantique. Il y a bien une ruralité choisie, voire recherchée. On l'a vu après une certaine vague de nouvelles et nouveaux habitants arrivés en campagne. Mais il y a aussi une ruralité subie. Je ne développerai pas toutes les problématiques rencontrées. Nous les connaissons, vous les avez évoquées, elles sont nombreuses. Pour y faire face, les élus ruraux en sont les premiers acteurs et actrices, mobilisés pour tenter de pallier les manques. Vous me direz, l'État n'est pas en reste, et j'y consens. Il a déployé depuis plusieurs années différents programmes d'aide, tels que Action Cœur de Bourg ou Petite Ville de demain, afin de redynamiser les territoires dans le besoin. Or, un récent rapport suite à une mission sénatoriale, et surtout un rapport de la Cour des comptes, ont pointé du doigt cet ensemble de dispositifs pour les carences qu'ils présentent. Aide prenant la forme de crédit, absence de visibilité dans le temps des subventions ou encore des critères d'attribution flous, voire peu fondés. Donc, Madame la Ministre, alors que de nombreux élus locaux voient les finances de leur collectivité subir une pression jamais égalée, qu'avez-vous à répondre à celles et ceux qui aujourd'hui hésitent à se lancer dans la démarche et à la représentation nationale qui attend des éclaircissements quant à l'engagement de ces fonds publics? Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie pour cette question. Et je vais peut-être vous dire quelques mots et peut-être vous demander de préciser pour être le plus en phase avec votre question. Le diagnostic, moi, je ne le discute pas. Il faut donc qu'on s'améliore. Moi, je n'ai pas perçu de commune en difficulté et qui ait sollicité un programme et qui ne l'ait pas eu. Donc, dans ces 3 derniers mois, je n'ai vu que des communes qui l'ont sollicité et qui l'ont eu. Donc, je suis demandeuse de rencontres, d'échanges, même au téléphone, si vous voulez bien, si vous avez 2-3 cas, ça m'intéresse. Et après, j'irai voir à l'ANCT pourquoi ces communes n'ont pas été retenues. Mais ensuite, sur le deuxième volet, quand vous dites, effectivement, ça suscite des attentes, on a mis de l'argent en ingénierie et puis ils n'ont pas de visibilité derrière le financement de leur projet. C'est là où je renvoie sur ce que je vous disais tout à l'heure, DSIL, DETR, fonds verts, ça serait quand même étonnant qu'on n'arrive pas à trouver les financements. Mais là aussi, je voudrais qu'on ne laisse personne sur le bord du chemin. Un maire qui s'investit, on sait le temps et l'énergie que ça prend, même si il obtient un chef de projet grâce au programme Petite Ville de demain.
malgré la présence d'un chef de projet. Il y a du boulot pour tous les élus et les agents de la commune, surtout les petites communes, et qui auraient fait le travail, portent un projet et n'obtiendraient pas de financement de l'État. Moi, je veux vraiment qu'on me porte ces sujets. Parce que dans toutes les villes, je vois à quel point les préfets sont très attentifs de justement prolonger ces dispositifs et ne pas susciter de frustration après avoir fait de l'ingénierie et pas financer le projet. Donc oui, ça pourra arriver. Et en tout cas, je voudrais veiller à ce que ceux qui ont fait l'effort de s'investir sur un projet de réhabilitation de centre-bourg, de faire revenir des commerces, il y aura forcément de la réhabilitation, de la rénovation de bâtiments publics, et il faudra qu'on vienne en investissement là pour le coup, et non plus seulement en ingénierie. Donc vous avez touché un point très important. Moi je crois qu'il y a une masse d'argent suffisante, mais gardons le contact et assurons-nous-en ensemble, si vous voulez bien. Merci. Monsieur Lautrette. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, tout d'abord, on sent votre motivation et votre engagement en faveur de la ruralité. Je tenais à le saluer et vraiment à vous remercier de votre présence ce matin. Peut-être un point d'entrée, c'est dire à quel point nos élus ruraux ont été efficaces, et on l'a mesuré notamment au moment de la crise Covid et de ces crises qui se succèdent, et on a vu à quel point ils pouvaient être réactifs, inventifs pour assurer le service sur les territoires, et je crois que ça mérite d'être souligné. Comme le disait notre collègue tout à l'heure, aujourd'hui, c'est vrai qu'on sent de la souffrance, beaucoup de souffrance qui s'exprime, et beaucoup d'inquiétudes. Alors, une certaine légitime, d'autres peut-être sur lesquelles il faut qu'on lève ces inquiétudes, mais en tout cas, je pense qu'il y a vraiment un message à porter. Alors, évidemment, il y a plein de sujets qu'on pourrait aborder. Je vais essayer de me recentrer sur quelques-uns. Sur la question du ZAN, vous évoquiez le rendu attendu de la conférence régionale des SCOT. Moi, ce qui m'inquiète pour ce qui est des élus ruraux, c'est que tous les territoires ruraux ne sont pas couverts par des SCOT. Et c'est comment l'expression de les élus ruraux va être prise en compte au niveau de ce rendu des SCOT. Moi, j'ai été interpellé, c'est particulièrement vrai en Haute-Vienne, hein, où je suis élu, où un seul SCOT, qui est plutôt urbain, périurbain, tout le reste du territoire rural ne se sent pas impliqué et entendu dans la conférence régionale des SCOT, et ça m'interroge sur la prise en compte de leurs attendus par rapport à cette mise en œuvre du ZAN. Ça renvoie à la question aussi de l'échelle territoriale. Quand on prend une région comme la Nouvelle-Aquitaine, extrêmement étendue, moi, ça m'interroge. Pertinence de l'échelle territoriale, est-ce que l'échelle régionale est la plus pertinente? Et la question qui peut se poser aussi, c'est cette articulation SRADET, SCOT, PLUI, voire PLU, voire pas de document d'urbanisme. Il faut reconnaître que pour les élus ruraux, c'est quand même un petit peu compliqué à comprendre et à mettre en œuvre. Et peut-être y a-t-il une réflexion à avoir sur la simplification en matière d'urbanisme à ce niveau-là. Sur la question financière, j'entends effectivement les moyens que mobilise l'État pour accompagner les collectivités, notamment les territoires ruraux, sur l'investissement. C'est une réalité, il faut le saluer. Les aides sont importantes aujourd'hui en faveur de l'investissement. Là où ça m'interroge, moi qui étais maire d'une commune de 600 habitants pendant un peu plus de 15 ans et président d'une communauté de communes de 15 000 habitants, moi ce qui m'interroge aujourd'hui, c'est la capacité à investir. On parle effectivement de la protection des petites communes avec les tarifs régulés pour ce qui est de l'électricité, mais on parle peu de l'impact de l'inflation sur les autres dépenses. Je pense à l'alimentation, je pense à l'inflation sur les travaux. Aujourd'hui, entre une estimation et les offres qui sont remises au moment de la réalisation des travaux, mais on est sur des facteurs de multiplication. Alors j'étais resté à 30%, aujourd'hui on est dans certains cas à multiplier par 2 le montant des travaux. Et l'impact de cette inflation sur les capacités d'investissement vraiment pénalise les communes rurales. Et moi, je m'interroge beaucoup sur les conséquences de tout cela. Donc, ça renvoie à la question vraiment du soutien de l'État au travers de la dotation de fonctionnement, dont vous l'avez dit en augmentation,
Maintenant, le périmètre s'est étendu. Il y a certaines choses, des expérimentations qui impactent, qui émargent à cette enveloppe. La réalité de l'augmentation de l'enveloppe, elle n'est peut-être pas si évidente quant aux besoins de financement des collectivités. Et enfin, dernier point sur lequel je voulais revenir, les France Services, c'est vrai, c'est un vrai succès là où elles se sont mises en place. Moi, j'étais un des premiers à l'avoir fait sur mon territoire. La question qui se pose tout de même, c'est la sanctuarisation des financements dans le temps. Ce sont des questions que posent les territoires qui l'ont fait déjà depuis quelques années et qui se posent la question, voilà, est-ce que l'État va continuer à soutenir financièrement ces France Services? Merci, Madame la Ministre. Merci, monsieur le député. Donc, 3 sujets. Le premier, il est de dire qu'effectivement, les SCOT ne couvrent pas tous les territoires. Mais là où je découvre depuis quelques mois, et peut-être pourrez-vous m'éclairer, vous qui avez été maire et président d'Interco, la bonne maille pour moi, quand on est démuni par la complexité des documents d'urbanisme et qu'on est maire d'une petite commune, c'est l'Interco. Et vous avez peut-être vu ce week-end, mais moi qui fais un travail j'essaie de nouer des liens de confiance avec l'association des maires ruraux. Je travaille avec évidemment l'AMF et sa commission ruralité, et j'avance bien avec l'ANEL, l'ANEM, enfin toutes les associations qui touchent de près ou de loin à la ruralité. Mais il y en a une qui me questionne, c'est l'AMRF qui ne voit pas la valeur ajoutée de l'intercommunalité sur ces grands sujets d'aménagement suffisamment forts. Et donc, je me heurte dans mes échanges, toujours poli et gentil, mais je me heurte à l'envie du maire de ne pas, tout en gardant la signature du permis de construire, mais de ne pas transférer à l'Interco ces grands sujets d'aménagement, qui doivent être à minima concernés 5, 8, 10 communes, s'ils ne concernent pas l'Interco. Et c'est à l'Interco de permettre que des réflexions soient conduites par des pôles, par des... mais je pense que la solution, elle est là, mais il faut le faire tranquillement, parce que je sens que les maires, à la fois, sont démunis, mais à la fois n'ont pas envie de transférer totalement l'instruction, la vision pour un territoire communal, indispensable de la porter à l'échelon intercommunal et de faire en sorte que l'Interco agrège de façon harmonieuse les visions des différents maires et communes. Donc je pense qu'il ne faut vraiment pas opposer les maires et les intercos, et ils sont tous dans leur rôle. Mais voilà, alors oui, c'est complexe, oui, il y a des SCOT qui ne couvrent pas ces territoires. Je pense qu'on va les repérer assez rapidement grâce aux préfets de département au moment où les régions vont faire leurs travaux. Ils vont récupérer le travaux de la conférence des SCOT dans leur région. En tout cas, vous faites bien d'attirer mon attention dessus et de voir de combien de communes on parle qui effectivement sont pas très bien traitées parce qu'elles sont en ruralité, parce qu'elles n'ont pas... le SCOT n'a pas alerté la région sur les besoins dans ces territoires. Donc je serai vigilante à ces communes-là au moment où les régions vont travailler. On n'a que 13 régions. C'est quand même dans l'Estradette, en étant proche des élus locaux, je pense que je vais être alertée novembre, décembre, janvier sur ces sujets. En tout cas, n'hésitez pas à m'alerter sur votre propre territoire. Sur la question financière, vous étiez maire d'une commune de 600 habitants, président d'une interco de 15 000, et tous les sujets que vous portez, parce que bien sûr, on a beaucoup aidé en investissement, mais pour investir, il faut de la capacité d'autofinancement. Et donc, pour avoir la capacité d'autofinancement, il faut que sur le fonctionnement, on arrive à bien fonctionner et à générer un peu d'épargne nette pour pouvoir porter des projets d'investissement. Donc la DGF est un vrai sujet. Sur le sujet de... Alors, bien sûr que c'est toujours le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. On peut toujours considérer que c'est 320 millions d'euros d'augmentation de la DGF qui vont quand même faire, je le rappelle, en sorte, parce que moi je faisais partie des communes dont la péréquation dite riche, elle avait rien de riche, mais elle avait un niveau moyen des revenus des gens qui y habitaient élevé, mais pour autant la commune n'était pas riche. Mais bon, en tout cas la péréquation a fait que chaque année, alors que on sait que cette DGF elle a été stable depuis qu'Emmanuel Macron est élu, mais moi je voyais ma DGF baisser parce que la péréquation faisait que là cette augmentation quand même
de 320 millions d'euros de la DGF en 2023 va faire que 95% des communes vont voir leur DGF ou stable ou augmenter. Donc, il va y avoir encore quelques communes dites riches qui vont peut-être l'avoir un peu baissé. Nous allons voir, parce que je n'ai pas là encore la liste des communes, puisque c'est une décision de la Première ministre de la semaine dernière. Donc, sur le sujet de la couverture de l'inflation, je n'ai pas les chiffres, à moins qu'ils m'aient été donnés à l'instant. Mais je crois qu'on est parti sur une inflation de 4% pour 2023 et on est à, ça sera peut-être plus, hein, mais on est à une couverture autour de 3,5. Alors, la position du gouvernement qu'on peut trouver, qu'on peut critiquer, moi en tout cas, je suis solidaire d'une position qui dit l'inflation, elle est pour tout le monde. C'est pas nous, l'État, qui en sommes à l'origine. Donc, on l'a subi, cette inflation. Et les services de l'État, nous, l'État, la subissons. Les 3,5% d'augmentation des masses salariales que l'on a voulu, on le subit aussi. Et donc, en ne couvrant pas la totalité de l'inflation dans notre dotation que nous donnons aux communes, nous disons aux communes, on en couvre une très grande partie, mais on vous demande aussi d'être encore plus économe pour faire en sorte que vous soyez solidaires de cette inflation qu'on subit tous. Donc, moi, j'accepte tout à fait qu'on se dise non, l'État doit venir couvrir la totalité de l'inflation sur les budgets communaux. Mais moi, je trouve que de n'en couvrir qu'une partie et de dire, ben, nous, l'État aussi, hein, on a cet objectif, alors on souscrit ou pas, à revenir à hauteur de 2026 à moins de 3% de déficit, c'est un objectif que Emmanuel Macron portait en 2017 quand il a été élu. Il a eu le courage avec son gouvernement du premier mandat d'injecter de l'argent. Donc ce déficit, il s'est creusé. On est sorti avec un taux de chômage de 7% de la crise. Donc c'était vraiment un de nos marqueurs politiques d'accepter de ne pas tenir les engagements qu'il avait pris au début du mandat parce que on subissait une crise sanitaire devenue crise économique et crise sociale. Donc aujourd'hui, on revient à nos convictions qui est quand même revenons à 2026 à ces 3%, essayons de comprimer le plus possible la dépense publique. Moi, je trouve qu'on vient quand même beaucoup au chevet de nos collectivités. On pourrait probablement le faire plus. Mais en tout cas, je trouve que c'est déjà très bien. Et puis, sur la sanctuarisation, moi, j'ai envie de vous répondre, à chaque jour suffit sa peine. On s'est bagarré pour obtenir qu'en 2023, ça soit financé. On se bagarrera parce qu'aujourd'hui, pourquoi on l'a obtenu? Parce que l'efficacité, elle est vous l'avez tous dit, elle n'est pas à démontrer, elle est réelle. Donc peut-être obtiendra-t-on que ça se poursuive. Mais félicitons-nous qu'en 2023, on ait la sanctuarisation pour 2023. Et puis, en tout cas, vous aurez une alliée pour venir porter ces sujets de la transition numérique sur les territoires. Il nous faut continuer à financer ces conseillers numériques. Les petites communes, les moyennes communes ne pourront pas se payer 100% des frais. Donc, moi, je militerai pour. Je ne sais pas si on y arrivera, mais ça sera des débats de l'été 2023, mais pas des débats d'aujourd'hui. Et dans un environnement un peu morose, j'ai toujours envie de rappeler ce qui marche pour aujourd'hui, pour demain. Et le après-demain, on le travaillera ensemble. Mais allez-y, monsieur. Oui, merci Madame la Ministre pour vos réponses, mais je vous taquinais peut-être un petit peu sur cette sanctuarisation. Non, mais au moment où on dit aux collectivités, effectivement, il faut maîtriser vos dépenses, moi c'était juste un point d'alerte parce que ça peut être une question dans les arbitrages que peuvent faire les collectivités à mettre en œuvre ou pas les choses. C'est à un moment la projection dans le temps. Et sur ce point-là, je pense qu'il faut vraiment être extrêmement vigilant parce que j'entends à chaque jour suffit sa peine, mais le risque, c'est que dans cette période un petit peu difficile sur lesquelles des choix doivent être opérés, c'est que les élus décident de ne pas y aller parce qu'ils n'ont pas suffisamment de visibilité. Juste sur la question de l'inflation, au niveau des travaux, ce n'est pas l'inflation des 3-4%. La réalité aujourd'hui, c'est du fait de la crise, des matériaux prix des matériaux, etc., c'est que la réalité, c'est bien plus que cela. Et c'est ça qui m'inquiète tout particulièrement. Et juste une dernière chose, je suis complètement d'accord avec vous sur la question des PLU. Moi, j'étais un des premiers à mettre en place un PLUI. Je suis convaincu de la méthode, à condition qu'on organise bien la concertation avec les communes. C'est possible, on l'a démontré, nous, en l'ayant fait dès 2007 sur ma communauté de communes. Je veux juste vous dire que je souscris à tout ce que vous avez dit sur le besoin de visibilité des maires et des présidents d'interco. Vous avez absolument raison, on ne porte pas des projets pour 1 an, on les porte pour 5 ans. Donc la visibilité que vous appelez de vos voeux, je la comprends totalement.
Je crois qu'on peut prendre une toute dernière question. Xavier Battu, en m'excusant auprès de M. De Signy, parce qu'on va arriver au terme de cette audition. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, pour ces échanges ce matin. Alors, moi, j'ai la chance d'être député d'une circonscription sur laquelle il y a 233 communes en Seine-Maritime, qui n'est pas un territoire rural. On est 4 députés normands, d'ailleurs, autour de la table aujourd'hui. Et je partage avec Marie-Agnès Poussier-Winsbach, qui a dû s'absenter, la moitié des communes de Seine-Maritime. Je voudrais revenir juste sur des éléments que vous nous avez donnés tout à l'heure sur la DETR, le ZIL. Je faisais partie de la commission de la DETR sur la dernière législature. Effectivement, les moyens de la DETR et les dotations aux collectivités de Seine-Maritime ont presque doublé entre 2018 et 2022. On est passé de 37 millions d'euros à 72 de tête. Mais il reste un souci, c'est que DETR, c'est où et pas et. Ce qui veut dire que vous avez de la DETR, vous avez du ZIL ou vous avez du fonds du plan de relance ou aujourd'hui le fonds vert, mais vous n'avez pas les trois. Et aujourd'hui, les collectivités qui ont le plus besoin d'investissement, c'est celles qui sont le plus impactées par la crise sanitaire, la crise énergétique et qui ont aussi des obligations de centre-bourg et qui n'ont plus aujourd'hui de capacité d'autofinancement, donc qui ne pourront pas améliorer leurs locaux, qui ne pourront pas investir dans leurs locaux parce qu'ils n'ont plus de capacité à investir et qu'ils ne peuvent pas cumuler de terres, ZIL et fonds verts. Et sur ces sujets-là, je pense qu'il faut agir au niveau des préfets pour pouvoir agir au niveau des commissions, pour pouvoir concentrer sur certaines communes, quitte à en laisser un petit peu d'autres, des projets qui ne sont pas prioritaires sur le côté. L'attractivité de nos territoires ruraux, elle est en baisse. Elle est en baisse pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai identifié, c'est les problèmes d'école, les problèmes d'accès au numérique, les problèmes d'accès aux soins et la mobilité, bien sûr, comme Marie-Agnès Poussier-Winsbach le disait, l'accès aux services publics et les maisons France Service. Et je crois qu'on a des gros leviers à mettre en place là-dessus ensemble. L'école, ça avance, le numérique, ça avance, mais il y a encore certains blocages qu'il faut qu'on réussisse à lever, en particulier sur la loi littorale où l'implantation d'infrastructures de téléphonie mobile est impossible. Du fait du code de l'urbanisme, sur l'IFER fixe et sur l'IFER mobile pour que nos opérateurs continuent à investir. Et sur la mobilité, aujourd'hui, on a tout un tas de petites lignes qui existent sur nos territoires. C'est une compétence qui est partagée entre les collectivités et la région, sauf qu'il n'y a pas spécialement toujours de volonté d'avancer. On a des modèles innovants et des modèles de navettes autonomes qui peuvent arriver sur nos territoires, avec des modèles économiques qui sont peu ou moins coûteux pour les collectivités, voire rentables. Et cette mobilité, ça fait partie des attentes des citoyens de nos territoires, surtout avec la crise énergétique dans laquelle on est et qui va durer. On ne pourra jamais se passer de nos véhicules sur nos territoires ruraux, mais il faut pouvoir s'en servir au minimum. S'en servir au minimum, c'est de proposer d'autres moyens de mobilité attractifs aux citoyens, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Et le covoiturage, le vélo, comme vous l'avez dit, voilà, ça c'est des sujets qui peuvent être ponctuels, mais qui ne peuvent pas être pérennes pour l'attractivité de nos territoires. Dernier sujet, les maisons France Service, j'en ai 6 ou 7. Il en faudra le double. Quel modèle mettre en place, du mobile, du fixe? Moi, j'estime que dans toutes les communes de moins de 2000 habitants, il doit y avoir l'accès à une maison France Service quelques jours la semaine et qu'il faut démultiplier les maisons France Service mobiles telles qu'on est en train de le lancer sur les gendarmeries mobiles avec les camping-cars ou les gendarmes qui vont se déplacer sur notre territoire. Voilà ce que je voulais vous dire que je suis à votre disposition pour travailler sur tous ces sujets-là dans les prochaines années. Un grand merci. Je n'ai pas énormément de choses à vous répondre, si ce n'est vous remercier de votre proposition et vous dire qu'on va revenir vers vous, non pas dans les prochaines années, mais dans les prochaines semaines, malgré la charge. J'espère que vous arriverez à nous libérer 3 fois 2 heures d'ici la fin de l'année, parce qu'on est vraiment sur le sujet du groupe de travail mobilité, logement. Donner quelques chiffres sur la DETR. Alors j'entends effectivement, il va falloir que dans ces groupes de travail, on se mette un certain nombre d'actions vis-à-vis des préfets. J'ai la chance d'avoir, c'est Joël Giraud qui avait mis en place, des référents ruralité qui sont des sous-préfets et qui sont, je les ai réunis il y a 15 jours. Et c'est vraiment
pour nous des sous-préfets d'arrondissement qui, en plus, sur tout le département, portent la casquette de la ruralité. Donc, quand on voit qu'un certain nombre de choses ne sont pas faites comme on pourrait le souhaiter, ou pour des partages d'expériences, c'est très précieux. Donc, dans nos groupes de travail, on va les associer pour essayer de faire en sorte qu'on soit en ordre de marche en janvier 2023. Mais simplement vous rappeler, et je comprends que souvent elles ne s'additionnent pas des CIL, DETR, mais vous rappelez que donc la DETR en 2023 sera d'1,46 milliard. Donc la DSIL sera de 570 millions d'euros en 2023, dont 170 millions dans tous les programmes dont on disait tout à l'heure portés par la NCT, qui font suite à de l'ingénierie qui a été portée par nos villes et nos villages. Donc 570 millions d'euros, la DETR 1 milliard. Je m'étonnais de voir autant d'argent dans les villages ruraux, parce que je vois par rapport à ce qui j'ai pu avoir moi comme subvention, et j'ai vu quelques communes qui avaient pu additionner les deux, mais peut-être que les préfets font attention de flécher l'un ou l'autre. Mais quand les projets ont du sens, il ne faut pas hésiter à y mettre des sous. En tout cas, merci pour vos propositions. C'est, je pense, autour de ça qu'on va essayer de s'améliorer. Merci à vous. J'ai juste oublié, Stéphane Travers vous a invité à venir dans la Manche. Moi, je vous invite avec Marie-Hélène Espoussier-Winsbach à venir en Seine-Maritime. On est à 2 heures d'ici, pile poil. Merci à Xavier Battu pour ce passage publicitaire en fin d'audition. On va vraiment devoir conclure pour respecter les engagements. J'en suis désolé qu'on a pris vis-à-vis de la ministre, pour d'abord vous remercier pour votre disponibilité, puis d'avoir partagé avec nous tout azimut l'ensemble des chantiers que vous conduisez. Merci pour cette proposition de participer aussi aux 5 groupes de travail. Donc je pense que avec votre autorisation, je partagerai cette proposition à l'ensemble des membres de la délégation. Et puis, je crois aussi merci pour votre énergie, votre engagement qui transparaît très largement dans vos propos et qui vous anime. Et merci d'avoir partagé avec nous ce matin. Et merci aux collègues qui ont pu assister à toute l'audition. Merci. Merci, Président, et merci, Mesdames et Messieurs les députés. À très vite.